Qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre? Une question fascinante et qui reste un mystère pour moi. Dans le cadre du 7e art, si sa surutilisation a rendu l'expression presque impertinente, elle n'en reste pas moins compréhensible dans le discours commun pour définir une œuvre. On imagine facilement un amour et un respect débordants, employés ici pour décrire un sentiment inégalable. Sommet du fourre-tout universel et qui depuis toujours m'interroge. Et si les sentiments au cinéma ont souvent peine à trouver leur équivalent littéral, peut-être existe-t-il une réponse objective à cette question. Mais qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre ? Essayant la plupart du temps d'emprunter des chemins plus sentimentaux que réellement critiques pour parler d'un film, je me risque peu à qualifier un film d'un tel statut, ayant bien conscience que ce terme m'échappe et surtout qu'il est, par définition, assez précieux. Mais il en est un que je trouve depuis toujours plutôt approprié à ce titre. Une œuvre qui peut-être me permettrait une approche, disons, raisonnée et claire. Une œuvre qui peut-être satisferait enfin mes interrogations. En 1980, donc, sort un film aux États-Unis que personne n'attendait. Un film envoûtant, introverti et intimiste, projet de toutes les humilités et qui jouira de toutes les reconnaissances dès sa sortie. Elephant Man. Réalisé par un jeune Américain encore inconnu du grand public, du nom de David Lynch, ce film retrace l'histoire vraie de Joseph John Merrick, un homme d'une vingtaine d'années qui, du fait de ses nombreuses difformités congénitales, ne connaît jusqu'alors que la vie de freak show, ces cirques servant de foyer à toutes ces personnes ne trouvant pas leur place dans une société frileuse au handicap, et qui s'en serviront pour attirer ceux qui les rejettent et ainsi leur permettre de survivre dans des conditions exécrables. Sous le pseudonyme d'Elephant Man, notre homme est exhibé comme une bête en cage, jusqu'à ce qu'un chirurgien réputé du nom de Frederick Treves n'assiste à une représentation et décide de sortir le garçon de sa misérable vie pour l'accueillir au sein du London Hospital et ainsi étudier ce corps qui défie toute vraisemblance humaine. Le propriétaire de Merrick, un être adorable dénommé Bites, accepte de céder son attraction moyennant une offre du médecin. Et c'est alors qu'une nouvelle vie va commencer pour John, d'abord caché dans une chambre de bonne le temps de quelques soins, puis étudié ici et là afin d'avancer la science sur un sujet sans précédent. Nous suivons ensuite principalement cette amitié naissante entre le patient et son médecin, et la reconnaissance de cet être qui se veut offrir là une vie décente et même bourgeoise qu'il n'aurait jamais osé imaginer, se faisant remarquer dans la haute société au risque de devenir à nouveau une simple curiosité. Toujours accompagné de Frédéric, celui qui le regarde autrement que par ses différences mais bien pour ce qu'il est, le garçon se révélera être un homme doux, intelligent et doué d'un remarquable esprit artistique. Et tout comme Merrick, le film nous montre en profondeur la beauté cachée derrière l'apparence, pour rappeler le temps de quelques séquences déchirantes, la cruelle et indéfectible nature de l'homme et ses conséquences. Bon, vous l'aurez compris, c'est là un film que je tiens en haute estime, et qui à mon sens déborde de qualité évidente. Alors peut-il se justifier d'être considéré comme un chef-d'œuvre ? Bien évidemment, on trouvera plusieurs définitions distinctes, mais sont-elles réellement adaptées à notre bon vouloir sur tout ce qui bouge ? Déjà commençons par le plus simple, et si l'on se réfère à l'inventaire le plus connu du vocabulaire, celle-ci est purement artisanale, et dit que le chef-d'œuvre correspond à l'ouvrage que le compagnon aspirant à la maîtrise doit réaliser suivant les règles précises et dictées par le corps de métier auquel il appartient. Et en cela, c'est plutôt juste effectivement. Si l'on se concentre sur sa fabrication, c'est d'abord le deuxième film du réalisateur et fabriqué dans un contexte plus conventionnel, dans les règles de l'art comme on dit. Son premier long sorti 5 ans auparavant, Eraserhead, ne ressemblait déjà à rien d'autre. Entièrement fabriqué de ses mains,
Le cinéaste, artiste dans l'âme, ne trouve là qu'un moyen d'expression supplémentaire à ses nombreux talents, pour accoucher d'une sorte de rêve étrange, la sensation d'un cheminement parmi tant d'autres dans un labyrinthe de pensées. Malgré tout, son Eraserhead fera le tour de quelques festivals, et notamment celui d'Avoriaz en janvier 78, où il sera récompensé par le jury. Et là, je vous laisserai aller voir quel jury, c'est complètement fou. Mais il ne se montre pas pour recevoir son prix. Le film trouvera le circuit des salles françaises 3 ans plus tard, enfin 2 salles pour être exact, mais se bâtira une réputation par la suite grâce aux Midnight Movies auprès d'un public modéré. Lynch demeure mystérieusement absent et on commence à lui bâtir une légende. Pendant ce temps, il s'affaire à son second script, Ronnie Rocket, mais ne parvient pas à trouver preneur parmi les studios. Il se dit alors que travailler sur le scénario de quelqu'un d'autre serait plus simple et appelle son ami et jeune producteur Stuart Cornfeld, qui lui dit avoir en effet plusieurs propositions. Ils conviennent d'un rendez-vous et à l'annonce du premier script intitulé Elephant Man, a small bomb went off in my head. Instantly, I knew. I said, "That's it. That's what I want to do." I never heard the other 3 ideas. la machine se met en route, et en s'entourant des 2 scénaristes à l'origine de cette transcription du livre Elephant Man et autres réminiscences, un livre paru en 1923 et constituant les mémoires du chirurgien, ainsi que de Jonathan Sanger, un autre ami et producteur lui aussi, ils entameront de nouveau un tour des studios pour vendre le projet, mais hélas, personne ne semble emballé à l'idée de voir un film sur un tel monstre. Et c'est là qu'intervient Mel Brooks, un célèbre parmi les réputés. Ce dernier vient de créer sa société de production Brooks Film et débute une collaboration avec nos 2 producteurs. Et bien que le nom de David Lynch ne lui dise rien, il demandera à voir son premier film, et là, And Mel ran toward me, embraced me, and said, "You're a madman. I love you. You're in." So that was how it started. et c'est ainsi que débute ce projet bâti sur la confiance, employant principalement de jeunes débutants dans la fabrication d'un film suivant les règles du système hollywoodien, techniciens, producteurs et réalisateurs, tous unis pour laisser libre cours à leurs talents respectifs, et offrir le meilleur au service de cette incroyable histoire. Déjà, l'intention de filmer en noir et blanc est présente dès le début, ce qui doit imposer une direction bien précise au directeur de la photo et au directeur artistique. Une direction commune qui va permettre à ce duo en parfaite symbiose d'atteindre des sommets d'élégance et de réalisme. Car pour les décors, c'est un certain Stuart Craig qui est embauché. Et si le bonhomme vous dit quelque chose, c'est qu'on lui doit beaucoup aujourd'hui, et son talent sera d'ailleurs récompensé plusieurs fois. Mais il participe ici à sa première expérience dans le métier. Initialement dessinateur en bâtiment dans l'architecture et d'origine britannique, c'est de tout cœur qu'il se plonge dans ce projet, parvenant à trouver bon nombre de lieux d'époque qui ont su se préserver du siècle passé, et dont bien sûr le London Hospital, abandonné mais quasi intact, qui permit une reconstitution sublime de cette époque victorienne. Les repérages conforteront tout le monde, car accompagnés de Lynch et du directeur photo, ils trouveront l'allure qu'ils donneront au film. Car c'est bien dans son image qu'il sublime. Voulant coller au plus près d'une réalité passée, le noir et blanc s'est imposé en évidence, d'une part pour faciliter le voyage dans le temps, mais surtout par décision artistique pure, car il ne s'agit pas ici de rajouter le monochrome, mais bien de priver de couleur, renforçant tout l'aspect dramatique du sujet. Mais c'est par-dessus tout l'acte poétique qui prime, car comme le disait Lynch, ce qui serait simplement monstrueux en couleur devient magnifique en noir et blanc. That's a beautiful bulb. Is that a Polish bulb? De fait, il lui fallait quelqu'un d'expérimenté dans ce domaine, pour être sûr que ses intentions soient comprises et respectées. Et ce quelqu'un, c'est Freddy Francis. Un vétéran alors âgé de plus de 60 ans qui opère un retour en force. Son passé de directeur de la photo remonte à presque 20 ans, avec une carrière admirable, allant des Innocents à Amant et Fils, pour ensuite devenir metteur en scène pour la Hammer, réalisant un paquet de séries B aux côtés de Peter Cushing ou encore Christopher Lee. Et Lynch devra également se résoudre à laisser la fabrication du costume à un expert en la matière, le célèbre Chris Tucker. Non, pas lui, qui parviendra à recréer le corps à l'identique, en ayant directement accès au moulage d'origine effectué post-mortem sur la tête de Merrick et conservé au musée de la médecine, à Londres. Un travail remarquable à partir de mousse de latex, et pas si étonnant que ça d'ailleurs quand on sait que ce petit gars a participé à la création de ça. Une joyeuse bande donc, qui, partant d'une histoire aussi forte et bien écrite, saura de surcroît s'entourer d'acteurs d'exception, en commençant par John Hurt bien sûr sous le costume, qui vient de terminer ça, Qu'est-ce qui se passe, monsieur? C'est dégueulasse, mais pas à ce point-là. et qui investit ici le personnage avec tellement de profondeur, car n'ayant qu'un corps limité,
pour faire naître cette douceur et cette innocence. La douce Anne Bancroft, désormais intemporelle grâce au lauréat, et aussi épouse de Mel Brooks, et bien sûr, pour le rôle principal, c'est un Anthony Hopkins flambant neuf qui régale d'empathie et de douceur. Il était le premier choix pour interpréter le chirurgien, et on imagine difficilement un autre regard que celui-là pour exprimer autant d'émotions. Et pour l'anecdote, ce tout jeune garçon-là, sous l'emprise de Bites, n'est autre que Dexter Fletcher, qui débute ici sa carrière d'acteur et qu'on connaît dernièrement comme réalisateur. Une photographie, une histoire et des acteurs à couper le souffle. Vous enrobez le tout avec une partition aussi belle que pertinente de John Morris, un grand fidèle de Mel Brooks, et vous obtenez un film magistral. Lynch s'en sort à merveille, lui qui découvre un système de production classique, avec un budget, des délais, des plannings, se fait évidemment remarquer en cette fin d'année 1980. Ayant prouvé sa maîtrise en tant que réalisateur, en réussissant sur tous les axes, on peut donc confirmer l'approche littérale de ce qu'est un chef-d'œuvre. L'apprenti vient de passer maître et se voit adoubé par le public et par la critique, décrochant au passage 8 nominations aux Oscars. Mais revenons-en à notre définition, car celle-ci va plus loin que ça et peut déterminer en plus l'œuvre majeure du répertoire de l'artiste. Et alors là, difficile au cinéma de juger quel film surpasse tous les autres, d'autant que je n'ai même pas vu l'intégralité de la filmographie du gars. Mais on le sait, pour un film, ce terme se réduit rarement à cette seule caractérisation. Passé la définition, on va le plus souvent vouloir parler d'une œuvre dite parfaite, voire même capitale. Et là, c'est plus compliqué, parce que ça va à l'encontre de l'art lui-même de trouver un consensus. Bien entendu, il en va du goût de chacun, pour trouver si une œuvre est parfaite ou imparfaite, réussie ou échouée, ou même si quelque chose est beau ou moche. L'accumulation de tous ces détails, qualités comme défauts, engendrés d'un travail à 1000 mains, dépasse parfois la raison, donnant lieu à cette magie que peut dégager un film. Et c'est cette magie qui, par instant, donnera à nos yeux le sentiment de perfection. De Vinci avait une pensée plutôt juste sur le sujet. Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail. Et quoi de plus vrai ? La perfection est une perception unique, un sentiment de vertige qui engendre l'admiration parfois, et annihile toute logique de compréhension dès lors qu'elle s'est incrustée en nous. Alors si par chef-d'œuvre on entend « j'ai trouvé ça incroyable et j'ai pas les mots », le piège est de vider de son sens cette appellation, et de fait ne plus savoir où la situer si l'on cherche une objectivité. Et est-ce bien grave ? Existe-t-il réellement une objectivité au cinéma ? Donc comment le définir finalement ? Premier fait d'armes d'un réalisateur qui débarque dans cet océan parfois impitoyable ? Perfection technique qui redéfinit le médium ? Perfection personnelle, vecteur d'émotions si fortes qu'elle dépasse du cadre ? Ou tout à la fois ? Finalement, le regard sur l'art est propre à chacun. Il existe autant de vérités que d'êtres humains sur Terre, et la complexité de la beauté ne remet pas en cause nos émotions. Elle les décuple, tout simplement. Et ce film est de cela, de ceux qui me privent de mots, un sentiment profond qui résulte de la somme de tout ce que j'ai pu ressentir pendant 2 heures, un vertige. Donc, est-ce que Elephant Man est le film de l'année 1980 ? Eh ben j'en sais rien, mais peut-être un de ses chefs-d'œuvre.